La voix de ma fille m'est parvenue à travers sa montre connectée, par bribes hachées, couverte par le grondement des eaux en crue. Maman, je suis avec grand-mère. Papa a pris son téléphone, et il est parti dans le camion jaune. Sur le mur, il est écrit abri 6. L'eau a atteint la 3e marche. S'il te plaît, ne traverse pas le pont. 4 heures plus tôt, ma mère avait utilisé son nom sur la liste d'autorisation de l'école, pour venir chercher Sadie sans m'en avertir. Ensuite, elle avait livré ma fille de 10 ans à mon ex-mari, un homme tyrannique qu'un juge avait condamné à ne la voir que sous stricte supervision. Une enfant a besoin de son père, m'avait dit ma mère, quand j'avais enfin réussi à la joindre. Nous voulions juste qu'il puisse discuter. Puis, la police a retrouvé le SUV de Gavin, abandonné près d'un pont emporté par les eaux. La veste de Sadie était à moitié enfouie dans la boue, et il n'y avait aucune trace d'eux. Ce seul message prouvait que ma fille était en vie. Mais il prouvait aussi que son père avait trouvé une issue, et qu'il avait choisi de l'abandonner derrière lui. Ce que j'ignorais encore, c'est que ma mère avait falsifié ma signature avant leur départ. Mon frère, lui, avait donné à Gavin l'accès à un camion du comté. Et le sac imperméable que mon ex-mari avait emporté loin de l'inondation, contenait un plan qui ne prévoyait en aucun cas le retour de Sadie à la maison. Si on vous a déjà dit que préserver la paix familiale était plus important que d'assurer la sécurité d'un enfant, restez avec moi et abonnez-vous. Car, après le sauvetage, ma mère a fini par avouer ce qu'elle savait, bien avant de récupérer ma fille à l'école. Avant de vous ramener au moment où tout a basculé, dites-moi d'où vous m'écoutez, et restez avec moi jusqu'à la fin. Car chaque choix que ma famille a fait cet après-midi-là, a définitivement changé le sens du mot sécurité pour nous. À 11h32 ce matin-là, je me tenais près de la table de cuisine d'un patient victime d'un AVC, l'aidant à articuler le mot au café sans forcer sur sa mâchoire. La pluie frappait violemment contre les fenêtres, et sa femme ne cessait de jeter des regards nerveux vers le jardin qui s'assombrissait. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. L'école primaire de Cedar Hollow allait libérer les élèves à 12h15, car la rivière Hollis montait plus vite que prévu. Les équipes du comté surveillaient les vieilles cabanes de contrôle des crues, le long des routes de service. Pendant une seconde, ces mots m'ont ramené à mon père, Dal. Il avait passé 30 ans comme chef d'équipe pour les routes du comté, et il avait l'habitude d'appeler la cabane de contrôle des crues numéro 6, l'abri 6, comme si cette boîte en béton était un chalet, plutôt qu'un simple bâtiment d'entretien. Je n'avais pas pensé à ce nom depuis des années. J'ai envoyé un texto à l'école pour les prévenir que j'étais en route, puis j'ai appelé le bureau de la classe de Sadie pour confirmer. En attendant, je me suis souvenu de notre petit déjeuner pris à la hâte. Sadie m'avait montré sa montre Apple en fronçant les sourcils, car une mise à jour l'avait bloqué en mode avion. 3 étapes, lui avais-je rappelé. Désactive le mode avion, ouvre tes messages, et envoie-moi un clip audio. S'il n'y a pas de réseau, déplace-toi plus en hauteur et réessaie. Elle avait levé les yeux au ciel, de cette manière douce propre aux enfants de 10 ans, lorsqu'ils trouvent que leur mère se répète sans cesse. Je sais, maman. J'aurais dû être à l'école avant midi. Mais mon patient a eu des vertiges en se levant. Je n'ai pas pu partir avant que sa femme ne l'ait installé en sécurité, et que l'infirmière de garde n'ait pris le relais. Ensuite, un carrefour inondé m'a obligé à emprunter une route plus lente. Je me suis garé sur le parking de l'école à 12h48. Les bus étaient déjà partis. Les parents se dépêchaient sous la pluie, serrant leurs enfants sous des parapluies. J'ai couru dans le bureau, trempé jusqu'aux genoux, et j'ai donné le nom de Sadie à la secrétaire. Son expression a changé avant même qu'elle ne réponde. Sadie a été signée pour sortir à 12h16. Par qui? Ai-je demandé. Votre mère, Marjorie Reed. La pièce a semblé se rétrécir autour de moi. Maman avait l'autorisation d'aller chercher Sadie, car elle m'avait aidé pendant mon divorce. Elle connaissait notre code familial, et était déjà venue la récupérer par le passé. Mais je ne l'avais pas appelée ce matin-là. Je n'ai pas autorisé cela aujourd'hui. La secrétaire s'est tournée vers son ordinateur. Elle figure sur la liste des personnes approuvées. Elle a utilisé le bon code, et a signé le registre. J'ai appelé maman. Ça a sonné jusqu'à la messagerie. J'ai rappelé. Cette fois, l'appel a été rejeté. Mes mains sont devenues glacées. J'ai ouvert l'application parentale approuvée par le tribunal, et j'ai tapé le nom de Gavin avec mes 2 pouces, où est Sadie? Ma mère l'a retiré de l'école sans ma permission.
Tu n'es pas autorisé à la voir en dehors des visites supervisées. Ramène-la immédiatement, et envoie-moi ta position. Le message s'est affiché comme lu, mais aucune réponse n'est venue. Gavin avait toujours su utiliser le silence comme une arme. Pendant notre mariage, il ignorait 5 appels, puis répondait au 6e, parlant doucement pendant que j'étais à bout de souffle. Plus tard, il disait aux gens que mes appels répétés prouvaient que j'étais instable. Après l'avoir quitté, j'avais appris à ne plus courir après ses silences. Mais cet après-midi-là, chaque seconde où il refusait de répondre, ressemblait à une porte qui se fermait entre moi et mon enfant. Le directeur m'a emmené dans une petite salle de conférence, et a affiché les images de vidéosurveillance. À 12h16, maman a franchi les portes d'entrée en tenant la main de Sadie. Sadie portait son imperméable jaune, et portait le sac à dos sur lequel ses animaux en papier étaient accrochés à la fermeture éclair. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air soulagée de voir quelqu'un en qui elle avait confiance. La caméra extérieure a montré la berline de ma mère quittant le parking de l'école. Elle n'a pas montré où elle s'était dirigée ensuite. Je l'ai rappelée. Cette fois, elle a décroché. « Maman, où es-tu » Sa voix était beaucoup trop mesurée. « Naomi, calme-toi. Passe-moi Sadie au téléphone. » Elle va bien. Gavin voulait seulement l'emmener boire un chocolat chaud et discuter un peu, sans que tu ne rendes tout tendu. Le faible bourdonnement d'une route emplissait l'arrière-plan. Puis, j'ai entendu la voix de Gavin, lointaine, mais impossible à confondre, raccroche, Marjorie. Mon cœur s'est mis à battre violemment contre mes côtes. Tu es dans sa voiture. Maman a pris une brusque inspiration. Je m'assure juste que tout reste paisible. Dis-moi où vous êtes. Tu as transformé chaque conversation en procès. Gavin est sous le coup d'une ordonnance temporaire immédiate. Il ne peut voir Sadie qu'au centre de visite supervisé, tu le sais très bien. Je sais ce que tu m'as dit. Non, tu as vu l'ordonnance de tes propres yeux. La colère a percé son ton prudent. Une enfant a besoin de son père, Naomi. L'appel s'est coupé. J'ai fixé l'écran noir pendant une demi-seconde, puis j'ai composé le 911. Je n'ai pas raconté toute l'histoire de mon mariage à la répartitrice. Je lui ai donné la date de l'ordonnance, le 8 octobre. J'ai expliqué la restriction de contact supervisé de Gavin, j'ai fourni sa plaque d'immatriculation, décrit les vêtements de Sadie, et envoyé une photo récente via le lien d'urgence. Ma mère était autorisée à venir la chercher, ai-je dit en m'efforçant de prononcer chaque mot clairement. Elle n'était pas autorisée à la remettre à Gavin. Il connaît l'ordonnance. Il a ma fille en ce moment même, et il refuse de me dire où ils sont. La police est arrivée à l'école en quelques minutes. Le détective Owen Park est entré, portant un dossier assombri par la pluie. Il a demandé à voir l'ordonnance du tribunal, puis a lu la section restreignant Gavin à 90 minutes par semaine, dans un centre désigné. Mon téléphone a sonné de nouveau. C'était maman. Je l'ai mise sur haut-parleur. J'ai donné le planning de sortie anticipé à Gavin, a-t-elle déclaré. Sa voix s'est brisée, mais elle semblait toujours plus offensée qu'effrayée. Nous voulions juste qu'il parle. Où est Sadie ? De son côté, la pluie frappait violemment contre quelque chose de métallique. J'ai entendu des grésillements, puis Gavin qui criait qu'elle en avait assez dit. Maman, dis-moi où vous êtes. La ligne est devenue morte. Owen a baissé les yeux vers l'ordonnance signée qu'il tenait entre les mains. Ce n'est pas un simple malentendu familial. Avant que je ne puisse répondre, sa radio a grésillé. Un adjoint signalait qu'un véhicule correspondant au SUV de Gavin venait d'être aperçu, se dirigeant vers le pont de la rivière Hollis, là où la montée des eaux avait déjà forcé les équipes du comté à fermer un accès. Owen m'a regardé, et j'ai compris. Ma mère n'avait pas seulement ignoré mon avertissement. Elle avait utilisé la confiance que je lui accordais pour placer ma fille sous l'emprise du seul homme que je m'étais battu pendant 2 ans pour fuir. Le détective Owen Park nous a fait quitter l'accueil, pour nous installer dans la salle de conférence de l'école. Le directeur a débarrassé un bout de la table pour y placer des ordinateurs, des radios, et le dossier contenant mes ordonnances du tribunal. La pluie brouillait les fenêtres derrière lui, transformant le parking en une nappe grise d'eau mouvante. Je lui ai envoyé le plan parental définitif par email depuis mon téléphone, puis je lui ai tendu l'ordonnance temporaire immédiate, que j'avais imprimée après l'audience d'octobre. Owen a lu le paragraphe limitant Gavin à 90 minutes de contact supervisé par semaine,
et m'a demandé si Gavin avait été officiellement assigné. Oui. Son avocat l'a reconnu au tribunal. Et votre mère était au courant? Elle a vu l'ordonnance chez moi. Elle m'a dit que je l'humiliais. Owen a pris une note sans faire de commentaire. Cette retenue m'a aidé bien plus que de la compassion. Je n'avais pas besoin qu'on me dise que ma mère m'avait trahi. J'avais besoin qu'on m'aide à retrouver Sadie. Il m'a posé des questions sur sa montre connectée. Je lui ai expliqué qu'elle possédait sa propre ligne cellulaire, mais que la dernière position enregistrée affichait toujours l'école primaire de Cedar Hollow. Elle pourrait être hors réseau, ai-je précisé, ou le mode avion pourrait toujours être activé. Il m'a demandé d'essayer de l'appeler à nouveau, pendant qu'un adjoint contactait l'opérateur téléphonique. L'appel a échoué. J'ai fixé la photo de classe de Sadie, imaginant cette montre, assez proche pour qu'elle puisse la toucher, mais incapable de me joindre. Owen s'est assis en face de moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi le tribunal a restreint les contacts de Gavin. La question a réveillé chaque vieil instinct que Gavin avait ancré en moi. J'avais envie de commencer par le début. D'expliquer chaque excuse, chaque règle imposée, chaque fois qu'il avait convaincu quelqu'un que son besoin de contrôle n'était que de la sollicitude. J'aurais pu passer une heure entière à prouver que je n'avais pas réagi de manière excessive. Au lieu de cela, j'ai donné 3 faits à Owen. Pendant notre mariage, il a annulé notre carte de crédit commune, parce que j'avais acheté des billets de cinéma sans lui demander. Il a appelé ma clinique, parce que j'avais 12 minutes de retard pour rentrer à la maison. Exigeant que la réceptionniste vérifie que j'y étais toujours. Et après notre séparation, il s'est présenté au rendez-vous de thérapie de Sadie, alors que l'adresse n'avait été partagée qu'avec la famille immédiate. Au dernier point, Owen a levé les yeux. Avez-vous déjà pu déterminer qui le lui avait dit? Non, ai-je répondu. La réponse résonnait différemment maintenant, par rapport à ce matin. Avant la disparition de Sadie, ce n'était qu'une question sans réponse. Désormais, cela ressemblait à la première fissure dans un mur auquel j'avais toujours fait confiance. J'ai appelé mon frère. Case a répondu à la 4e sonnerie, le grondement de machine couvrant presque sa voix. Naomi. J'ai entendu dire que maman est allée chercher Sadie. Je suis sûr que tout ça prend des proportions démesurées. Gavin a Sadie, et la police les recherche. Le bruit des machines s'est arrêté. Case n'a rien dit. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, et je l'ai posé sur la table. Owen s'est penché en avant, mais m'a laissé continuer. Est-ce que Gavin t'a appelé aujourd'hui? Pas vraiment, a répondu Case. Ce n'est pas une réponse. Il a posé des questions sur la météo. Lui as-tu indiqué une route pour contourner les fermetures? Case a expiré bruyamment. Je lui ai dit quelle route de service restait généralement ouverte plus longtemps, c'est tout. Owen a fait glisser un bloc-notes vers moi. J'ai écrit route de service, et je l'ai entouré. Savais-tu qu'il emmenait Sadie? Il m'a dit que maman les aidait à se parler. Savais-tu qu'il prévoyait de rester pour la nuit? Une nouvelle pause a suivi. Celle-ci fut suffisamment longue pour me donner la réponse à sa place. Case, les jeux prévenus. Il a mentionné un chalet. Il a parlé de 2 nuits, peut-être. Il a dit qu'il voulait passer du temps avec elle, sans que tu ne transformes tout en champ de bataille. Mes doigts se sont crispés sur le bord de la table. Où est ce chalet? Je ne sais pas. Il m'a juste demandé de venir récupérer maman vers 16 heures, au relais routier de West Ridge. Il ne m'a jamais donné l'adresse du chalet. Quelle route lui as-tu indiquée? C'est une vieille route du comté, près de la rivière Hollis. Elle permet de contourner l'accès principal du pont. Envoie-moi tous les messages entre toi et Gavin. La voix de Case s'est durcie. Je t'ai déjà dit ce qu'il m'a dit. C'est alors qu'Owen a pris la parole pour la première fois. Monsieur Reed, je suis le détective Owen Park, du bureau du shérif du comté de Keady. Une enfant de 10 ans est portée disparue, avec un parent qui est actuellement restreint à des visites supervisées. Conservez l'intégralité du fil de discussion. Ne supprimez, ne modifiez. Et ne transférez aucune capture d'écran partielle. Envoyez la conversation complète au numéro que je suis en train de vous envoyer par texto. Case est devenu silencieux. Owen a poursuivi, est-ce bien compris? Oui, a dit Case. Dites-le clairement. J'ai compris, a-t-il répondu. Owen a mis fin à l'appel,
avant que je ne puisse demander à mon frère pourquoi il avait aidé Gavin à se cacher de moi. J'ai voulu rappeler, mais Owen m'a arrêté d'un petit mouvement de la main. Laissez-le envoyer les messages. Il savait qu'il partait. Il en a avoué assez pour que nous puissions réorienter les recherches. À 14h02, pendant que nous attendions le fil de messages, Case en a supprimé une partie. Je l'ignorais à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est que le fichier qu'il a fini par envoyer comportait des lacunes. La conversation passait brutalement de Gavin posant des questions sur les fermetures liées aux inondations, à Case lui disant de faire attention. Une adjointe est entrée, portant une tablette glissée dans une pochette en plastique pour pièce à conviction. Elle avait contacté la seule station-service entre Cedar Hollow et le pont. Le propriétaire lui avait donné accès au système de vidéosurveillance. La vidéo montrait le SUV de Gavin à 13h26. Il en est sorti, vêtu d'un imperméable sombre, et s'est dirigé vers les pompes. Il bougeait sans urgence, comme s'il commençait un simple road trip ordinaire. Il a rempli un jerrycan rouge d'essence, est entré dans la boutique, et est revenu avec de l'eau en bouteille, de la nourriture emballée, des piles, et un poncho de pluie en plastique pour enfants. Maman était assise sur le siège passager avant. Sadie était assise à l'arrière. L'angle de la caméra était trop élevé pour montrer clairement son expression, mais je l'ai vu se tourner vers maman, au moment où Gavin plaçait les sacs dans le coffre arrière. Sadie n'a pas tiré sur la portière. Elle n'a pas fait de signe pour appeler à l'aide. Elle est restée là où elle était, parce que la femme à côté d'elle avait passé 10 ans à lui apprendre que sa grand-mère représentait la sécurité. Ce poncho n'est pas à elle, ai-je dit. Owen m'a regardé. Elle portait sa veste jaune pour aller à l'école. Il en a acheté un autre, parce qu'il préparait quelque chose. Ou à cause de la pluie, a-t-il dit prudemment. Je comprenais pourquoi il ne voulait pas encore parler de preuve d'un plan à long terme. Mais le bidon d'essence et la nourriture emballée avaient changé la physionomie de cette journée. Un chocolat chaud ne nécessitait pas d'essence supplémentaire. Une simple conversation ne nécessitait pas 2 nuits dans un chalet. L'image s'est figée, révélant le profil de maman à travers le pare-brise. Je me suis souvenu de moi, assise à sa table de cuisine des mois plus tôt, essayant de lui expliquer pourquoi le tribunal avait restreint les droits de Gavin. Il ne t'a jamais frappé, m'avait-elle répondu. Vous avez eu un mariage difficile. Ça ne veut pas dire qu'il est dangereux. Elle avait considéré l'absence d'échymose comme la preuve que rien d'autre ne comptait. Elle avait décidé que, puisque le contrôle de Gavin ne lui paraissait pas violent, ma peur n'était que de l'amertume. Et aujourd'hui, elle avait utilisé cette croyance pour annuler la décision d'un juge. Un répartiteur a appelé Owen à la radio. La dernière caméra de circulation encore opérationnelle près de l'accès ouest, avait filmé le SUV de Gavin, quittant l'autoroute pour s'engager sur une route de service du comté, à 14h11. La caméra suivante sur ce trajet avait perdu son alimentation, lorsqu'un transformateur avait lâché pendant la tempête. Owen a affiché la carte du comté. La route de service apparaissait comme une fine ligne grise longeant la rivière, avant de disparaître dans une zone d'entretien. Il a rappelé Case. Mon frère a décroché immédiatement. Cette fois, Owen ne lui a pas demandé s'il pensait que Gavin était un bon père. Il n'a pas demandé quelles étaient les intentions de maman. Il a placé la carte devant nous, et a posé une seule question, où mène cette route? La voix de Case est sortie du haut-parleur, plus faible qu'auparavant. Elle passe devant 6 anciennes cabanes de contrôle des crues, a-t-il dit, puis, elle monte vers un dépôt de véhicules d'entretien, sur un terrain plus élevé. La réponse de Case a plongé la salle de conférence dans le silence. 6 cabanes de contrôle des crues, un dépôt d'entretien en hauteur, et une route sur laquelle Gavin s'était renseigné avant de s'emparer de ma fille. Le détective Owen Park a tiré la carte plus près de lui, et a demandé à Case de rester en ligne. Avant que mon frère ne puisse s'expliquer davantage, la voix d'un adjoint a retenti dans la radio. Le SUV de Gavin venait d'être retrouvé près de l'accès ouest du pont de la rivière Hollis. Le véhicule était vide. Owen m'a conduite jusqu'au barrage routier d'urgence. La pluie s'abattait sur le pare-brise avec assez de force pour noyer la majeure partie des communications radio. Des camions du comté, des camions de pompiers, et des véhicules du shérif occupaient les 2 bas-côtés devant nous. Au-delà de leurs gyrophares, je pouvais voir la rivière qui s'étalait sur des terres qui auraient dû être sèches. Un adjoint nous a arrêtés avant l'accès endommagé. L'asphalte devant nous s'était soulevé, là où l'eau avait rongé le sol en dessous. Le SUV de Gavin était garé de travers sur l'accotement,
à quelques centaines de mètres avant la section détruite. Il n'avait pas plongé dans la rivière. Il s'était simplement arrêté là où l'eau boueuse avait recouvert la route. La portière arrière grande ouverte m'a fait flancher les genoux. La veste jaune de Sadie gisait à moitié ensevelie près du véhicule, l'une de ses manches remplies d'eau brune. Owen m'a attrapé le bras avant que je ne franchisse la barrière. La veste est près de la voiture. Cela ne veut pas dire qu'elle est tombée dans la rivière. Le tissu n'était pas déchiré, et était tombé juste à côté de la porte, pas en aval. Un bénévole l'a photographiée, avant de la sceller dans un sac à preuves. Un adjoint s'est accroupi près du bord de la route de service. Il a pointé du doigt des empreintes enfoncées dans le sol humide. 2 paires appartiennent à des adultes, la 3e est plus petite. Ils se sont éloignés du SUV, a-t-il précisé. Les empreintes continuaient le long de la route étroite qui bordait la rivière. Les pas de Gavin étaient profonds et largement espacés. Ceux de maman étaient plus courts. Ceux de Sadie tombaient entre les deux. Après une centaine de mètres, la pluie battante brouillait les contours, jusqu'à ce que la piste disparaisse. Ils avaient tous quitté la voiture en vie. Le soulagement s'est accompagné d'une nouvelle peur, tout ce qui s'était passé ensuite, avait commencé au-delà de ces dernières empreintes visibles. Owen m'a autorisé à regarder à l'intérieur du SUV, depuis l'autre côté du périmètre de sécurité. 3 gobelets en papier reposaient dans les porte-gobelets, dont l'un portait encore le manchon de café de la station-service. Un flacon d'analgésique appartenant à maman avait roulé sous le siège passager. De la nourriture emballée et 2 bouteilles d'eau restaient dans le coffre, mais le bidon d'essence avait disparu. Le sac à main de maman manquait, tout comme le sac à dos de Sadie. Une marque circulaire à côté du réhausseur de Sadie montrait où son sac rigide avait été posé. Elle le gardait toujours à la verticale, pour protéger les animaux en papier accrochés à la fermeture éclair. Quelqu'un l'avait emporté avec eux en partant. Gavin ne les avait pas extraites d'un véhicule en train de couler dans un moment de panique aveugle. Il avait choisi ce qu'il fallait emporter, et les avait guidés le long de la route de service. Le sac de sport imperméable, vu sur les images de la station-service, avait également disparu. Que garderait-il là-dedans, a demandé Owen. Je ne sais pas, Gavin voyageait souvent avec des documents. Mais je n'avais encore aucune preuve que le sac contenait autre chose que des vêtements. Case est arrivé 20 minutes plus tard, vêtu de sa veste de remorquage, habillé comme un homme venu résoudre l'urgence de quelqu'un d'autre. Je suis venu aider, a-t-il dit. Tu as déjà aidé. Tu as indiqué cette route à Gavin. Son visage s'est crispé. Je ne savais pas que le pont allait être emporté. Ce n'est la question que personne ne t'a posée. Owen s'est interposé entre nous, avant que la dispute ne détourne l'attention portée à Sadie. Il a ouvert la carte du comté sur le capot de son véhicule, et a demandé à Case de lui montrer les cabanes de contrôle des crues. Case a pointé du doigt la ligne grise de service. Les cabanes 1 à 5 sont proches de la route principale. Ce sont des abris utilitaires en béton, principalement utilisés pour le matériel aujourd'hui. La cabane 6 est plus loin, à environ 2,5 km au-delà de l'accès au pont. Elle est située sur un terrain plus élevé. Qu'y a-t-il au-dessus, a demandé Owen. Un petit dépôt d'entretien. Le camion 14 y est généralement garé pendant la saison des inondations. Le dépôt se trouve à environ 300 mètres en amont de la cabane 6. Ce numéro a fait remonter un souvenir d'enfance. Papa nous avait emmenés, Case et moi, le long de ces routes lors des week-ends portes ouvertes du comté. La cabane 6 était plus grande que les autres, avec une porte en acier, 6 larges marches menant à un niveau surélevé pour les machines, et l'inscription à abri 6 peinte sur le mur du fond. Un jour, pendant un orage d'été, papa nous avait fait compter les marches, et nous avait dit de grimper si l'eau entrait dans la pièce du bas. Ce souvenir ne prouvait pas que Sadie y était, il confirmait seulement que le bâtiment existait, et que Gavin connaissait la route qui y menait. Owen a demandé à Case qui pouvait entrer dans le dépôt d'entretien. Les équipes du comté, a répondu Case. Quelques sous-traitants, mais seulement quand ils sont dépêchés sur place. Votre entreprise de remorquage a un contrat de sous-traitance avec le comté pour les urgences routières. Vous y avez donc accès. Case m'a jeté un regard, avant de se tourner vers Owen. J'y ai accès quand les travaux publics m'appellent. Il n'a pas mentionné avoir donné un code de portail à Gavin. Il n'a pas mentionné de boîte à clés, ni le camion 14. À ce moment-là, j'ignorais l'existence de ces détails. J'ai seulement remarqué que chacune de ces réponses était plus restreinte que la question posée.
J'ai rappelé la montre de Sadie. L'appel a échoué avant même de sonner. Si Gavin a activé le mode avion, la localisation cesserait de se mettre à jour. J'ai expliqué à Owen que la montre pouvait très bien être encore à son poignet, tout en paraissant éteinte d'ici. Saurait-elle comment le désactiver? Oui, ai-je affirmé. La certitude dans ma réponse m'a offert un petit espoir auquel me raccrocher. Sadie connaissait la marche à suivre. La question était de savoir si elle avait encore la montre, si elle pouvait l'atteindre, et si le moindre réseau passait au-delà du pont. Owen a envoyé une équipe vers la berge de la rivière, et une autre le long de l'accès le plus sûr de la route de service, pendant que les travaux publics vérifiaient le dépôt d'entretien. Je suis resté près de son véhicule de commandement. Courir vers l'eau ne ferait que créer une urgence supplémentaire, j'ai donc répondu aux questions sur les vêtements de Sadie, sa peur des eaux profondes, et la façon dont elle réagirait face aux secouristes. À 15h34, les travaux publics ont rappelé. Leur système de suivi indiquait toujours que le camion 14 était garé dans le dépôt d'entretien. Aucun répartiteur n'avait autorisé son utilisation cet après-midi-là. La caméra du dépôt n'étant plus alimentée en raison de la coupure de courant, personne ne pouvait confirmer si le camion s'y trouvait physiquement. Case a détourné le regard lorsqu'Owen a répété cette information. Une équipe de recherche, plus haut sur la route de service, a signalé avoir trouvé des traces de pneus fraîches près du dépôt d'entretien. Elles étaient plus larges que les pneus du SUV de Gavin, et suffisamment profondes pour provenir d'un camion utilitaire du comté. Les traces s'éloignaient de la rivière, se dirigeant vers l'itinéraire d'évacuation par l'est. Quelqu'un avait quitté les hauteurs en voiture, après l'abandon du SUV de Gavin. Cette découverte m'a donné de l'espoir, tout en me terrifiant. Sadie avait peut-être atteint un abri. Elle avait peut-être été transférée dans un autre véhicule. Ou bien quelqu'un s'était enfui avec le seul camion en état de marche, et l'avait laissé derrière. Vers 16h, la pluie avait tellement assombri l'après-midi que les gyrophares d'urgence se reflétaient sur chaque surface mouillée. Je me tenais sous le haillon relevé du véhicule d'Owen, fixant le cercle de localisation immobile sur mon téléphone. À 16h06, l'écran a changé. Une notification est apparue, provenant du numéro de téléphone cellulaire attribué à la montre de Sadie. Ce n'était pas une mise à jour de sa position, ni un appel manqué. C'était un message audio, dont la barre de progression se remplissait lentement au gré de la faiblesse du réseau. J'ai pressé mon pouce contre l'écran, et j'ai regardé la voix de ma fille commencer à se télécharger. La barre de progression s'est arrêtée 2 fois, avant que le fichier audio ne s'ouvre enfin. Au début, je n'ai entendu que le tumulte de l'eau, le vent frappant le métal, et un souffle haletant, qui semblait trop petit pour exister au milieu d'un tel vacarme. Puis, la voix de Sadie a percé. « Maman, je suis avec grand-mère. » Papa a pris son téléphone, et il est parti dans le camion jaune. Sur le mur, il est écrit abri 6. L'eau a atteint la 3e marche. Grand-mère s'est fait mal à la cheville. S'il te plaît, ne traverse pas le pont. Mes genoux ont flanché, et je me suis rattrapé au bord de la table d'Owen. Sadie était vivante, terrifiée, et quelque part de l'autre côté de la rivière. Puis, le reste du message s'est détaché du bruit ambiant, Gavin était parti, maman était blessée, et l'eau montait. Owen n'a pris mon téléphone qu'après que j'ai hoché la tête. Il a repassé le message, tenant le haut-parleur près de lui, tandis que le répartiteur baissait le volume de la radio autour de nous. Cette fois, j'ai entendu la tension dans la respiration de Sadie. Je l'ai entendu marquer une pause avant de dire à grand-mère, comme si elle s'était retournée pour s'assurer que maman était toujours à côté d'elle. J'ai entendu quelque chose cliqueter contre du béton. Owen a confirmé que le message provenait de la ligne cellulaire de la montre elle-même. Case a regardé mon téléphone, puis la rivière, comme s'il n'avait jamais envisagé que l'appareil puisse fonctionner sans que le mien soit à proximité. Gavin a toujours pensé que ça fonctionnait comme une montre jumelée classique, ai-je dit. Je ne pouvais pas encore savoir ce qui s'était passé à l'intérieur. Je savais seulement que Sadie s'était souvenue de mes instructions du matin, suffisamment pour réussir à me joindre une fois. Sur la carte du comté, 2 endroits étaient liés au numéro 6, un centre d'évacuation moderne, et la cabane de contrôle des crues. C'est la vieille cabane, ai-je affirmé. Sadie a dit sur le mur, il est écrit abri 6. Ces mots sont peints à l'intérieur du bâtiment d'entretien. Case m'a regardé. Il s'en souvenait, lui aussi. J'ai fermé les yeux pendant une demi-seconde, et j'ai forcé mon esprit à se focaliser sur ce bâtiment. Du béton humide, une porte en acier,
un plancher surélevé pour les machines. Il y a 6 larges marches à l'intérieur, ai-je dit. Le niveau inférieur prend l'eau en premier. Si l'eau a atteint la 3e marche, la plateforme supérieure devrait encore être au-dessus du niveau de l'eau, mais de très peu. Une femme portant une veste rouge de sauvetage s'est approchée de la table. La capitaine Rosa Alvarez coordonnait les équipes près du pont endommagé. La pluie ruisselait du bord de son casque, tandis qu'Owen repassait le message de Sadie. Alvarez a écouté une fois, puis m'a demandé de décrire la structure. L'entrée est du côté sud. La porte principale est en acier et s'ouvre vers l'extérieur. Y a-t-il un autre accès? Il y a une fenêtre à persienne, perchée haut sur le mur ouest. Elle était au-dessus du niveau des machines. Je ne sais pas si elle s'ouvre encore. Que se passe-t-il avec la porte d'entrée si les fondations bougent? Elle peut se coincer. Mon père a dû utiliser un pied de biche une fois, après les inondations de printemps. Alvarez s'est tourné vers son opérateur radio. Retirez l'équipe de la berge de l'approche du pont. Envoyez-les à la rampe de mise à l'eau inférieure. Nous allons traverser le bras le plus calme de la rivière, remonter la pente ouest, et approcher la cabane 6 par les hauteurs. L'opérateur a répété l'instruction. En moins d'une minute, la recherche avait changé de direction, parce que Sadie s'était souvenu d'un mur peint, et avait compté 3 marches immergées. Pour la première fois depuis mon arrivée à l'école, je n'essayais plus de convaincre quelqu'un que Gavin était dangereux. Je donnais des informations sur lesquelles ces personnes pouvaient agir. Case s'est rapproché de la carte. Le terrain entre la cabane et le dépôt d'entretien est plus élevé que la route de service. Owen s'est tourné vers lui. Alors, dites-nous tout ce qu'il y a à savoir sur le camion 14. Le visage de Case a perdu le peu de couleur qui lui restait. Je vous ai déjà dit qu'il était garé plus haut. Vous avez dit que seules les équipes du comté et les sous-traitants dépêchés pouvaient entrer dans ce dépôt. C'est vrai, a dit Case. Avez-vous le code du portail? Case s'est passé une main dans ses cheveux mouillés. Mon entreprise a un contrat de sous-traitance d'urgence. Ce n'était pas ma question. Oui, a-t-il fini par admettre. Avez-vous donné ce code à Gavin? Case m'a regardé avant de répondre. Ce regard m'a indiqué qu'il continuait de jauger la vérité, en fonction des dommages qu'elle lui causerait. Je lui ai envoyé le code du portail, a-t-il dit. Il m'a dit qu'il voulait un itinéraire de secours, au cas où les routes seraient fermées. La voix d'Owen est restée calme. Quoi d'autre? Il y a une boîte à clés près de la remise à outils. La clé de secours du camion 14 y est gardée pendant la saison des inondations. Vous lui avez envoyé l'emplacement de cette boîte à clés? Case a dégluti. Oui. Cet aveu a résonné très différemment de l'histoire de la route de service. Une route pouvait toujours passer pour un simple conseil. L'emplacement d'une clé, c'était un accès direct. Tu lui as donné un camion du comté, ai-je lancé. Je lui ai donné des informations. Je n'aurais jamais pensé qu'il le prendrait vraiment. Il t'a demandé comment éviter les routes principales, comment entrer dans un dépôt verrouillé, et où trouver un véhicule en cas d'urgence. Je pensais qu'il cherchait juste des options pour emmener ma fille là où je ne pourrais pas la trouver. Case a ouvert la bouche, mais Owen l'a coupé. Avait-il un code différent pour la boîte à clés? Case a hoché la tête, et l'a récité. Owen a transmis l'information au répartiteur. En quelques instants, une alerte à l'échelle du comté était lancée pour le camion 14, un véhicule d'entretien jaune, portant les marques des travaux publics. Ordre fut donné au point de contrôle de ne plus chercher seulement une enfant disparue, mais aussi un homme voyageant seul à bord d'un camion du comté. Cette dernière consigne a noué quelque chose en moi. Sadie avait dit que Gavin était parti dans le camion jaune. Elle n'avait pas dit qu'il l'avait emmené. Owen a dû lire cette prise de conscience sur mon visage. Le message place Sadie avec votre mère à l'abri, et Gavin quelque part ailleurs. Nous recherchons les deux. La capitaine Alvarez s'est dirigée vers le transport de sauvetage, et je l'ai suivie. Je viens avec vous. Elle s'est arrêtée. Si j'emmène quelqu'un qui n'a pas de formation en sauvetage en eau vive, j'utilise du personnel pour vous protéger, au lieu d'atteindre votre fille. Restez ici, là où nous pouvons vous poser des questions. Rester immobile me donnait l'impression de l'abandonner. Mais les derniers mots de Sadie me sont revenus, s'il te plaît, ne traverse pas le pont. L'ignorer aurait transformé son avertissement en une urgence supplémentaire. J'ai reculé. Ramenez-la à la maison. C'est le plan.
Avant que les véhicules de sauvetage ne se mettent en mouvement, j'ai ouvert mes messages et appuyé sur le bouton audio. J'ai gardé une voix assurée, car Sadie n'avait pas besoin d'entendre ce que la peur m'avait fait. Reste en hauteur. N'entre pas dans l'eau en mouvement. Les secours arrivent. Je t'ai bien entendu. Le message a affiché envoi en cours, puis a marqué une pause. Je l'ai laissé ainsi. Je ne savais pas s'il lui parviendrait, et aucun second message n'est venu en retour. L'équipe de secours a traversé depuis le point d'accès inférieur, a laissé le bateau au pied d'une pente boisée, et a grimpé vers la cabane. Je suis resté aux côtés d'Owen, répondant à des questions sur la fenêtre ouest et la plateforme surélevée. À 16h24, la voix d'Alvarez a retenti à la radio, nous avons le toit en vue. Je me suis agrippé au bord de la table. Puis, elle a continué, le terrain entre la cabane et le dépôt d'entretien est coupé par l'eau. Nous avons des traces de pneus de l'autre côté. Owen a agrandi la carte aérienne, pendant que la transmission suivante passait. Les traces étaient larges, fraîches, et s'éloignaient de l'abri 6. Le camion 14 avait quitté les hauteurs, et celui qui le conduisait avait choisi la seule route encore ouverte pour sortir de la zone inondée. Depuis le véhicule de commandement, je ne pouvais voir que les lumières de l'équipe de sauvetage bougeant à travers les arbres, de l'autre côté du terrain inondé. Tout ce qui s'était passé à l'intérieur de l'abri 6 ne m'est parvenu que plus tard, grâce à l'entretien médico-légal de Sadie, à la déposition de maman, et aux marques laissées sur le béton. À 16h25, cet après-midi-là, tout ce que je savais, c'est que ma fille se trouvait quelque part à l'intérieur du bâtiment, et que Gavin était parti. Sadie m'a raconté plus tard que le SUV était tombé en panne avant d'atteindre le pont endommagé. L'eau recouvrait la route devant eux, et Gavin leur avait ordonné de sortir, comme si la tempête n'était qu'un contretemps qu'il avait déjà anticipé. Il a porté le sac imperméable sur une épaule, tandis que maman gardait son sac à main serré sous son manteau. Sadie portait son sac à dos, et les a suivis, parce que maman lui avait assuré que j'étais au courant du voyage. Avant qu'il ne quitte le SUV, Gavin a remarqué la montre Apple sous la manche de Sadie. Il a activé le mode avion, et l'a glissée dans son sac à dos au lieu de la détruire. Il continuait de prétendre que j'avais approuvé ce voyage, et écraser sa montre devant Sadie aurait dévoilé ce mensonge trop tôt. Maman l'avait regardé faire. La montre a de toute façon besoin du téléphone de Naomi à proximité, avait-elle dit. Cette phrase erronée a aidé Gavin à croire qu'il avait réduit au silence le seul appareil que Sadie pourrait utiliser pour me joindre. Tous les trois ont marché le long de la route de service, sous une pluie qui les frappait de biais. Au moment où ils ont atteint l'abri 6, l'eau commençait à se déverser par-dessus le bord inférieur des fondations, mais l'entrée était encore dégagée. Maman a dit à la police qu'elle avait compris, à ce moment-là, que Gavin avait menti au sujet du chalet. La cabane utilitaire en béton n'avait ni lit, ni chauffage, et aucune route ne menait vers Wenatchee. Elle a vu les mots peints sur le mur, et lui a demandé où il les emmenait réellement. Gavin n'a pas répondu, avant de grimper vers le dépôt d'entretien. Gavin a pris le sac imperméable, et le téléphone de maman, qu'il lui avait arraché des mains lorsqu'elle avait tenté de m'appeler. Il s'était souvenu du code du portail et des informations sur la boîte à clés que Case lui avait envoyée. Il leur a dit qu'il allait trouver un véhicule plus sûr, et qu'il reviendrait dans quelques minutes. Pendant son absence, la tempête a modifié le terrain autour de la cabane. L'eau a traversé la voie de service en une fine nappe, puis s'est creusée rapidement. Maman a fait un pas dehors pour voir si Gavin revenait. La boue s'est dérobée sous sa chaussure, et elle est tombée contre le seuil en béton. Sa cheville s'est tordue sous elle. Sadie ne pouvait pas la soulever. Elle avait 10 ans, elle était mouillée, effrayée, et bien plus petite que la femme allongée à côté d'elle. Ce qu'elle a fait était plus simple et plus réaliste, mais cela a tout de même évité à maman de se retrouver piégée à l'étage inférieur. Une sangle utilitaire orange pendait à un crochet, près de l'escalier des machines. Sadie l'a tirée vers le bas, a enroulé une extrémité autour de la rampe en métal, et a tendu l'autre à maman. « Tu tires avec tes bras » lui a-t-elle dit. « Je vais garder ton mauvais pied bien droit. » Maman a utilisé sa bonne jambe et ses deux mains pour reculer, marche par marche. Sadie est restée près de la cheville blessée, la soulevant juste assez pour l'empêcher de heurter le béton. Il leur a fallu plusieurs minutes pour gravir 6 marches. Au moment où elles ont atteint la plateforme surélevée, l'eau avait déjà envahi la pièce du bas. Sadie a ouvert son sac à dos pour trouver quelque chose de sec pour maman, et a découvert la montre sous un renard en papier, qu'elle avait fabriquée pour l'école. Elle s'est souvenue des instructions que je lui avais répétées ce matin-là.
Elle a désactivé le mode avion, et a ouvert ses messages. Le premier clip audio a échoué. L'écran affichait « non distribué ». Elle a réessayé depuis la plateforme supérieure, mais il n'y avait toujours pas de signal. Au véhicule de commandement, l'équipe de la capitaine Alvarez a signalé qu'elle avait atteint la pente ouest. La boue les ralentissait, et le courant d'eau qui traversait les arbres rendait toute approche directe impossible. Je me tenais debout, une main appuyée sur la table, répondant à toutes leurs questions. Je savais où se trouvait la fenêtre supérieure 20 ans plus tôt. Je savais que la plateforme ne couvrait que la moitié nord du bâtiment. Je ne savais pas si Sadie était encore au-dessus du niveau de l'eau. C'est alors que le camion 14 est revenu à l'abri 6. Sadie a entendu le moteur avant de voir le véhicule jaune, à travers la fenêtre en hauteur. Gavin avait trouvé le camion, et l'avait conduit depuis le dépôt d'entretien. Mais la voie de service entre lui et la cabane n'était plus une route. L'eau s'y engouffrait, avec suffisamment de force pour emporter des branches. Il s'est arrêté de l'autre côté, et a crié à Sadie de sortir. Maman ne pouvait pas se tenir debout. Sa cheville avait enflé dans sa chaussure, et elle pouvait à peine bouger sans utiliser la sangle. Sadie n'a entrouvert la porte en acier que juste assez pour voir Gavin à travers la pluie. Il a pointé le camion du doigt, et lui a assuré que l'eau n'était pas profonde. Sadie a regardé des morceaux de bois tourbillonner devant ses pneus. Ma mère dit de ne pas marcher dans l'eau en mouvement. Lui a-t-elle crié en retour. Gavin lui a répondu qu'elle rendait tout plus difficile. Puis, il lui a dit que sa mère lui avait rempli la tête de peurs irrationnelles, et que si elle l'aimait, elle viendrait. Sadie n'a pas débattu avec lui. Elle a regardé l'eau, et est restée à l'intérieur. Maman a admis plus tard qu'elle avait supplié Gavin d'utiliser la radio du camion, pour appeler le comté. Le camion 14 était un véhicule d'urgence. La radio était montée près du volant, et le dépôt d'entretien se trouvait toujours sur une zone non inondée. Il aurait pu attendre là. Il aurait pu signaler leur position. Il aurait pu rester assez près pour guider les secours. Au lieu de cela, il a regardé vers la route où le dernier accès encore ouvert commençait à être inondé. Le sac imperméable et le téléphone de maman étaient déjà à l'intérieur du camion. Il a crié qu'il allait chercher de l'aide, puis il est parti. Il n'a pas utilisé la radio. Il ne s'est pas arrêté au dépôt d'entretien. Il a choisi la route qui l'éloignait de la zone inondée. À l'intérieur de l'abri, maman a commencé à trembler. En partie à cause du froid, mais Sadie a dit que sa voix avait changé après la disparition du camion. Elle avait cessé de répéter que Gavin reviendrait. Elle s'était adossée au mur, le regard vide, fixant l'eau qui atteignait les marches. Sadie a continué de lui parler. Pas parce qu'elle croyait qu'une personne blessée ne devait jamais dormir, mais parce que maman avait commencé à dire qu'elle était trop fatiguée pour continuer d'essayer. Sadie lui a demandé de nommer les animaux en papier à l'intérieur du sac à dos. Elle lui a demandé quelle tarte elle prévoyait de préparer pour Thanksgiving. Quand maman ne répondait plus, Sadie lui serrait la main et posait une autre question. L'eau a atteint la 3e marche. Sadie a grimpé sur la plateforme des machines, et s'est approchée le plus possible de l'ouverture de ventilation cassée, près du mur supérieur. Elle a tendu la montre vers l'interstice. Pendant un bref instant, une barre de réseau 4G est apparue. Elle a appuyé sur réessayer. C'est à ce moment-là que le message m'est parvenu. Après l'envoi, le signal a de nouveau disparu. Sadie n'a jamais su si je l'avais entendu. Elle savait seulement qu'elle avait essayé. À 16h48, l'équipe d'Alvarez a signalé que la porte d'entrée en acier refusait de bouger. La boue et les débris s'étaient accumulés contre le cadre inférieur. Ils ont commencé à contourner le mur ouest, vers la fenêtre en hauteur. J'écoutais le bruit des bottes raclant la pierre, et des cordes se tendant à travers la radio. Chaque grésillement me faisait craindre d'avoir manqué la phrase décisive. Puis, un secouriste a signalé entendre du métal frapper contre du métal. Sadie avait trouvé un bout de tuyau détaché près des vieilles machines. À chaque fois qu'elle entendait un moteur ou une voix humaine à l'extérieur, elle frappait le tuyau contre la rampe selon un rythme régulier, 3 coups, une pause, puis 3 autres. L'équipe de sauvetage a suivi le son jusqu'à la fenêtre supérieure. Ils ont accroché une ligne de sécurité à un arbre au-dessus de la cabane, et ont fait descendre un pompier le long de la pente instable. La porte d'en bas restait bloquée. L'eau avait atteint la 4e marche. Le pompier a frappé les persiennes métalliques avec un outil de forçage. Un panneau s'est plié vers l'intérieur, un autre a cédé. À la radio,
j'ai entendu Alvarez dire à quelqu'un d'élargir l'ouverture. Puis, un court silence a suivi, qui a semblé durer plus longtemps que toute l'après-midi. Enfin, la voix d'un homme a retenti, nous avons un visuel sur l'enfant. J'ai fermé les yeux. Mais avant que le soulagement ne puisse totalement m'envahir, une autre transmission est arrivée, en provenance du point de contrôle. Le camion 14 approchait par la file d'évacuation. Un seul homme le conduisait. Sadie était toujours à l'intérieur de l'abri 6. Sadie était toujours à l'intérieur de l'abri 6, lorsque le point de contrôle est à signaler que le camion 14 approchait, avec un seul homme au volant. Je voulais que le détective Owen Park envoie tous les adjoints disponibles aux trousses de Gavin. Dans le même temps, je voulais que chaque secouriste reste près de cette fenêtre brisée, jusqu'à ce que ma fille soit sortie. Ces deux urgences tiraient dans des directions opposées, et je ne pouvais rien faire d'autre que de rester debout, sous le haillon ouvert du véhicule de commandement, écoutant les deux événements se dérouler sur des canaux radio distincts. La voix de la capitaine Alvarez est passée en premier. Le pompier à la fenêtre avait suffisamment élargi l'ouverture pour pouvoir passer la main à l'intérieur. Sadie se tenait debout sur la plateforme des machines, l'eau clapotant juste sous ses genoux sur les marches. Elle était mouillée, tremblante, et réactive. Peut-elle se déplacer seule ? A demandé Alvarez. La réponse est arrivée à travers les grésillements, oui, l'enfant est capable de marcher. J'ai pressé mes deux mains sur ma bouche. Un harnais de sauvetage a été passé par la fenêtre. Le pompier l'a sécurisé autour de Sadie, et l'a sorti sur la pente. Aucun glissement de terrain n'a suivi. Aucune corde n'a lâché. L'équipe l'a guidé sur le sol instable, un pas prudent à la fois. Lorsqu'Alvarez a confirmé que Sadie avait atteint l'équipe médicale, mon corps a semblé se souvenir de comment respirer. Elle souffrait d'une légère hypothermie, avait plusieurs égratignures sur les jambes et les mains, mais aucune blessure grave apparente. Elle était épuisée, mais bien éveillée. Elle a demandé si quelqu'un m'avait trouvé. Alvarez lui a dit que je l'attendais. L'équipe est retournée chercher maman. Sa cheville avait beaucoup enflé, ils l'ont donc attrapée dans une attelle, avant de la hisser par la même fenêtre. Elle ne pouvait pas s'appuyer dessus, mais ne présentait aucune fracture osseuse visible lors de l'évaluation initiale, ni aucun signe de traumatisme crânien grave. Je n'ai pas couru vers la rivière. Je suis resté là où les secouristes pouvaient me trouver. Parce que Sadie m'avait déjà demandé de ne pas traverser le pont. Et parce que devenir une autre personne qu'il devait sauver, ne m'aurait pas rapproché d'elle. Owen a détourné son attention de la radio des secours, pour passer sur le canal gérant le camion 14. Si Gavin est seul, où ira-t-il, m'a-t-il demandé. La réponse m'est venue plus facilement que je ne m'y attendais. Quelque part où il y a des témoins. Owen m'a regardé. Il ne se cachera pas dans les bois, à moins de n'avoir aucun autre choix, ai-je poursuivi. Il a besoin d'avoir des gens autour de lui, pour pouvoir raconter sa version en premier. Il ira à un point de contrôle, à un centre d'évacuation. Ou à une station-service. Il fera comme s'il essayait d'aider. Il sait que les officiers seront à la recherche du camion. Il croira qu'être visible lui donne l'air innocent. Gavin avait agi ainsi tout au long de notre mariage. Il ne criait jamais quand quelqu'un pouvait l'entendre. Il attendait que nous soyons seuls. Puis, il entrait dans une pièce pleine de gens, et devenait le mari calme, faisant face à une femme déraisonnable. Owen a relayé l'avertissement au point de contrôle. Ordre a été donné aux adjoints de ne pas l'approcher comme s'ils avaient trouvé un automobiliste effrayé. Ils avaient affaire à un homme impliqué dans la disparition d'un enfant, et conduisant un véhicule du comté qu'il n'avait aucune autorisation d'utiliser. Il y avait un sac imperméable, ai-je ajouté. Il a disparu de son SUV. Que pensez-vous qu'il contienne ? Je n'en sais rien. Mais Gavin ne laisse jamais de documents importants derrière lui. S'il a abandonné Sadie, tout en prenant la peine d'emporter ce sac, c'est qu'il croit qu'il lui servira, quelle que soit l'histoire qu'il compte raconter ensuite. À 17h14, le camion 14 a atteint le point de contrôle. J'ai entendu l'adjoint ordonner au conducteur de s'arrêter, de couper le moteur, et de placer ses deux mains en évidence. Gavin a obtempéré sans protester. Il est descendu lentement, portant le même imperméable sombre que sur les images de la station-service. Il leur a dit qu'il avait emprunté le camion parce que son SUV était coincé. Il a prétendu qu'il allait chercher des secours pour sa fille et pour Marjorie. Sa voix semblait parfaitement maîtrisée, même à travers la radio.
Un adjoint lui a demandé pourquoi il n'avait pas utilisé la radio du comté, installée à l'intérieur du camion. Gavin a répondu qu'il avait essayé, mais qu'il n'y avait pas de signal. Le répartiteur a immédiatement confirmé que la radio du camion 14 s'était connectée au réseau du comté quelques minutes plus tôt, lorsque le véhicule était passé devant un relais. Gavin a changé son explication, il a dit qu'il ne savait pas comment la faire fonctionner. Puis, un adjoint a vu le téléphone de maman dans le porte-gobelet. Gavin a d'abord affirmé qu'elle le lui avait donné, pour qu'il puisse appeler à l'aide. Lorsqu'on lui a rappelé qu'aucun appel n'avait été passé, il a dit qu'elle avait dû le laisser dans le véhicule. Ce n'est qu'après que les officiers lui ont révélé que le message de Sadie indiquait qu'il avait pris le téléphone, qu'il a prétendu l'avoir attrapé par accident, en rassemblant ses affaires. Chaque réponse remplaçait la précédente, sans jamais reconnaître la contradiction. L'adjoint a signalé la présence d'un sac de sport imperméable fermé sur le plancher du côté passager. Owen leur a ordonné de ne pas l'ouvrir au point de contrôle. Le camion et le sac seraient mis en fourrière, scellés, et fouillés uniquement après l'obtention d'un mandat en bonne et due forme. L'histoire soigneusement préparée de Gavin commençait de toute façon à se désagréger. Il s'était emparé d'un véhicule du comté sans autorisation. Il avait violé l'ordonnance du tribunal, qui le limitait à des visites supervisées. Le message de ma fille le plaçait à l'abri 6, avant qu'il ne reparte seul. Il avait le téléphone de maman, une radio d'urgence qu'il n'avait pas utilisée, et aucune trace d'appel au secours. Les adjoints l'ont placé en état d'arrestation, sur la base des preuves qu'il détenait déjà. Les chefs d'inculpation définitifs seraient décidés plus tard. Mais cet après-midi-là, ils avaient des motifs raisonnables de croire qu'il était lié à l'utilisation non autorisée du camion, à la violation de l'ordonnance parentale, au fait d'avoir emmené Sadie en dehors de son droit de visite, et de l'avoir laissé en danger. Il n'a pas eu l'occasion de me parler. Il n'a pas pu demander à Sadie d'avoir une conversation de plus. Il n'a pas pu débarquer à l'hôpital et jouer le père inquiet devant des témoins. Au moment où l'ambulance transportant Sadie est arrivée à l'hôpital de Kitita Valley, j'attendais déjà à l'entrée des urgences. Une infirmière m'a conduite vers une salle de soins, avant même que je ne puisse voir maman. Sadie était allongée sous des couvertures chauffantes, ses cheveux humides repoussaient de son visage. Un petit pansement recouvrait une écorchure près de sa tempe, et la peau autour de ses lèvres était encore pâle. La montre Apple reposait dans un sac transparent pour effet personnel, à côté de ses vêtements. Une rayure fraîche traversait l'écran en verre. Je me suis arrêté à côté du lit, craignant que la toucher trop brusquement ne blesse quelque chose que les médecins n'avaient pas encore trouvé. Sadie a soulevé une main de sous la couverture. Je l'ai prise. Ses doigts étaient froids, mais ils se sont refermés sur les miens. « Tu m'as entendu ?» a-t-elle demandé. « Je t'ai entendu. Tu n'as pas traversé le pont, n'est-ce pas ? » Non. Je me suis rapproché, et j'ai embrassé son front. Je suis resté là où la capitaine Alvarez pouvait me poser des questions. Tu m'as dit de ne pas aller dans l'eau, et je t'ai écouté. Ses yeux se sont brièvement fermés de soulagement. Je m'étais attendu à ce qu'elle ait besoin d'une preuve que je m'étais battu plus fort, que j'avais couru plus loin, ou ignoré toutes les règles pour l'atteindre. Au lieu de cela, elle avait simplement besoin de savoir qu'une adulte l'avait écoutée, quand elle avait parlé. « Où est papa ?» a-t-elle demandé. La police l'a trouvé. Est-ce qu'il vient ici? Non. Tu n'as pas besoin de le voir. Elle a fixé nos mains jointes. Il a dit qu'il allait chercher de l'aide. Je ne lui ai parlé ni de la radio qui fonctionnait, ni du téléphone de maman, ni du sac scellé à l'intérieur du camion. Ces réponses appartenaient aux enquêteurs et à des conversations futures, pas à une enfant qui frissonnait encore sous des couvertures d'hôpital. Tu as bien fait de rester hors de l'eau, lui ai-je dit. Rien de ce qui s'est passé ensuite n'est de ta faute. Une infirmière est entrée pour vérifier la température de Sadie, et examiner les égratignures sur ses jambes. Le médecin pensait qu'elle se rétablirait sans avoir besoin d'être hospitalisée pour la nuit, à condition que sa température corporelle continue de remonter. Maman passait des examens d'imagerie pour sa cheville, dans une autre section du service des urgences. Sadie regardait vers la porte chaque fois que des pas résonnaient dans le couloir. Près d'une heure plus tard, un brancardier a poussé maman dans le couloir, sur un fauteuil roulant. Sa jambe blessée était surélevée, et une attelle temporaire allait de son pied jusqu'à sous son genou. Elle paraissait plus petite que le matin même, mais pas innocente. Sadie l'a vue à travers le rideau entrouvert. Elle n'a pas demandé si grand-mère avait mal.
Elle n'a pas demandé si les médecins allaient la laisser rentrer chez elle. Elle s'est tournée vers moi. La peur sur son visage avait changé de nature. Ce n'était plus la peur de la rivière, ou de l'abri verrouillé. C'était la peur de découvrir que quelqu'un en qui elle avait confiance, en savait plus qu'elle ne l'avait avoué. Grand-mère savait qu'on ne rentrerait pas à la maison ce soir, n'est-ce pas? J'aurais pu adoucir les choses. J'aurais pu lui dire que nous en discuterions plus tard, ou que grand-mère avait fait une erreur. Au lieu de cela, je lui ai donné la part de vérité que je pouvais déjà confirmer. Elle savait que vous deviez partir pour 2 nuits, ai-je répondu. Je suis encore en train de découvrir ce qu'elle savait d'autre. Sadie a continué de me regarder, après que je lui ai dit que grand-mère savait qu'il partait pour 2 nuits. La couverture chauffante bourdonnait doucement autour d'elle, et la pluie cliquetait contre la fenêtre des urgences. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux étaient clairs. Pourquoi ne te l'a-t-elle pas dit? Parce qu'elle croyait savoir mieux que moi. Parce qu'elle voulait prouver que j'exagérais à propos de Gavin. Parce que ma mère avait passé 2 ans à traiter chaque limite que je fixais, comme une accusation portée contre la famille qu'elle voulait croire que nous formions toujours. Je n'ai donné à Sadie que la part qu'elle pouvait supporter. Parce qu'elle savait que je dirais non. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Est-ce que grand-mère pense que tu es méchante? La question m'a fait plus de mal que la colère. Sadie essayait encore de comprendre les adultes autour d'elle, en cherchant à déterminer lequel d'entre nous avait tort. Je pense que grand-mère croyait avoir raison, ai-je dit. Des adultes peuvent aimer un enfant, et faire quand même un choix dangereux, parce qu'ils veulent avoir raison plus qu'ils ne veulent écouter. Sadie a fixé le rideau entrouvert, par où maman était passée en fauteuil roulant. Elle m'a dit que tu savais. Je ne savais pas, elle a dit que c'était une surprise. Je sais. Son visage s'est replié sur lui-même. Pas dans les larmes, mais dans le silence. J'avais déjà vu cette expression, à chaque fois que Gavin la faisait se sentir responsable de devoir choisir entre nous. Tu n'as pas causé cela, lui ai-je dit. Tu n'as pas obligé grand-mère à mentir. Tu n'as pas obligé ton père à t'emmener. Les adultes qui ont fait ces choix en sont les seuls responsables. Une infirmière est entrée pour vérifier la température de Sadie. Pendant qu'elle ajustait les couvertures, le détective Owen Park est apparu à l'extérieur du rideau, et a attendu que je sorte dans le couloir. Votre mère demande à vous parler, a-t-il dit. Le médecin autorise une courte conversation. A-t-elle fait une déposition? Seulement une partie. Elle n'arrête pas de dire qu'elle avait mal compris le but du voyage. J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers Sadie. Une assistante sociale de l'hôpital avait rejoint l'infirmière, et lui montrait comment tenir une tasse chaude, sans toucher l'écorchure sur sa paume. Je vais parler à maman. Seule. Owen m'a conduite dans une petite salle de consultation, près de l'imagerie. Maman était assise dans un fauteuil roulant, sa cheville blessée surélevée. Une attelle temporaire couvrait la majeure partie de sa jambe. Ses vêtements mouillés avaient été remplacés par une blouse d'hôpital, et une fine robe de chambre. Elle avait l'air effrayée. Cela ne la rendait pas innocente pour autant. Dès que la porte s'est fermée, elle a tendu la main vers moi. Naomi, je suis tellement désolée. Je suis resté contre le mur. Que savais-tu, avant d'aller chercher Sadie à l'école? La main de maman est retombée sur ses genoux. Gavin m'a dit qu'il voulait passer 2 nuits avec elle. Il a dit qu'il avait loué un chalet près de Wenatchee, où il pourrait parler sans que des avocats ou des thérapeutes ne scrutent le moindre de leurs mots. Tu savais qu'il l'emmenait pour la nuit. J'allais avec eux. Pour combien de temps? Quelques heures. Case devait venir me chercher au relais routier de West Ridge, vers 16 heures. Gavin ne nous a jamais donné l'adresse du chalet. Cette réponse venait d'emboîter une nouvelle pièce du puzzle. Maman avait prévu d'aider Gavin à mettre Sadie à l'aise, de partir à un point de rendez-vous public, et d'abandonner ma fille avec un homme que le tribunal avait restreint à des visites supervisées. Tu savais que je ne serais jamais d'accord. Tu refusais même d'en discuter. Ce n'est pas la même chose. Tu avais déjà décidé qu'il était dangereux. Un juge avait déjà ordonné des visites supervisées. Maman a regardé vers la porte, comme si l'ordonnance du tribunal était un invité indésirable qui nous avait suivis à l'hôpital. J'ai pensé que si Sadie passait du temps avec lui, sans ressentir ta peur, elle se souviendrait à quel point il l'aime. Tu lui as dit que j'étais au courant du voyage. Je ne voulais pas qu'elle soit contrariée. Tu as menti, parce la vérité l'aurait poussée à refuser.
La bouche de maman s'est pincée. Elle a 10 ans. Les enfants ne savent pas toujours ce qui est le mieux pour eux. Et toi non plus. Elle a tressailli, mais j'ai continué. Que as-tu signé? Son visage a changé. C'était une petite réaction, mais je l'ai reconnu. Gavin marquait le même genre de pause, lorsqu'il devait décider quelle version d'une réponse lui coûterait le moins cher. Quel papier, maman? Gavin a dit que nous pourrions avoir besoin de quelque chose, si un hôtel ou un médecin posait des questions. Comment ça s'appelait? Je ne m'en souviens pas exactement. Mais tu l'as signé. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Autorisation temporaire de voyage et de soins médicaux. Le titre sonnait suffisamment officiel, pour rassurer quelqu'un qui avait envie d'être rassuré. Qu'est-ce qu'il disait? Que tu avais accepté que Sadie voyage avec Gavin jusqu'à samedi, et qu'il pouvait prendre des décisions médicales d'urgence si nécessaire. Je n'ai jamais signé ça. Je sais, a chuchoté maman. La pièce a semblé se vider de son air. Quel nom as-tu écrit? Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Le tien. Et ensuite, ai-je demandé. J'ai signé de mon propre nom, en tant que témoin. Elle n'avait pas mal compris une conversation. Elle n'avait pas simplement fait confiance à la mauvaise personne. Elle avait apposé mon nom au bas d'un mensonge, et avait utilisé sa propre signature pour le rendre réel. Était-ce notarié? Non, a-t-elle répondu. Croyais-tu que ça annulait l'ordonnance du tribunal? Non. Mais Gavin a dit que ça empêcherait les gens de paniquer, assez longtemps pour qu'ils puissent s'expliquer. Expliquer quoi, ai-je demandé. Que tu avais approuvé le voyage. Mais ce n'était pas le cas. Maman a caché son visage dans ses mains. Je le sais, maintenant. Tu le savais quand tu as imité ma signature. Elle a baissé les mains. Je pensais que tu serais en colère. Mais je pensais qu'une fois que Sadie rentrerait à la maison, heureuse, tu comprendrais. Sa logique interne était si complète, qu'elle avait survécu à une route inondée, un véhicule abandonné, et ma fille piégée dans une cabane en béton. Elle avait cru que le résultat final absoudrait chaque choix l'ayant précédé. Si ce n'était qu'un week-end inoffensif, ai-je demandé, pourquoi Gavin avait-il besoin d'une fausse autorisation pour la police ou pour un motel? Le regard de maman s'est détourné du mien. Il a dit que tu pourrais appeler la police avant qu'il n'ait le temps de leur parler. Tu savais donc que ce papier était destiné à l'aider à contourner mon signalement. Je savais que tu allais réagir. Tu veux dire, que j'allais protéger ma fille. La voix de maman s'est brisée. Je n'aurais jamais cru qu'il nous laisserait là. Ces mots charriaient de la peur, de la honte, et les prémices d'une demande de pitié. Tu n'avais pas besoin de savoir qu'il allait l'abandonner, ai-je rétorqué. Tu avais juste besoin de savoir que j'avais dit qu'il n'avait pas le droit de l'emmener. Elle a commencé à pleurer, doucement d'abord. S'il te plaît. Dis à Sadie que je n'ai jamais voulu qu'elle soit blessée. Non. Maman a relevé la tête. Elle est allongée dans un lit d'hôpital, parce que tu as décidé que sa peur, et mon ordonnance judiciaire, comptaient moins que ton opinion. Tu n'as pas le droit de lui demander de t'aider à te sentir mieux face à ça. J'ai besoin qu'elle sache que je l'aime. Elle avait besoin que tu agisses comme quelqu'un qui l'aimait, avant de la livrer à Gavin. Pendant plusieurs secondes, le seul son dans la pièce fut le cliquetis du radiateur sous la fenêtre. Puis, maman a chuchoté, Case a parlé du camion à Gavin. Je sais. Il lui a donné la route et le code du portail. C'était plus que ça. Case a dit que le dépôt d'entretien était au-dessus de la ligne d'inondation. Il a dit à Gavin que si les équipes de la voirie se retiraient, le camion 14 s'y trouverait peut-être encore. Elle m'a regardé, comme si partager la part de Case allait minimiser la sienne. Ce ne fut pas le cas. Il savait que Gavin voulait un véhicule de secours. Il a dit que c'était juste au cas où la route serait fermée. Chaque personne impliquée avait trouvé une expression pour faire paraître son acte inoffensif, une conversation, un week-end, un itinéraire de secours, un papier pour calmer les gens. Mises bout à bout, ces pièces inoffensives avaient emporté ma fille au-delà du pont. Quand je suis retourné dans le couloir, Owen m'attendait. Ma mère a avoué avoir falsifié ma signature, ai-je dit. Elle a aussi confirmé que Case avait dit à Gavin que le camion serait peut-être disponible si les équipes évacuaient. Owen a hoché la tête une fois. Un juge examine actuellement la demande de mandat. Pour le camion et le sac? Oui. S'il est signé ce soir,
la perquisition aura lieu à la première heure demain matin. Il ne m'a pas promis ce qu'il trouverait, et je ne lui ai pas demandé de deviner. Je suis retourné dans la chambre de Sadie. Elle s'était endormie sous les couvertures chauffantes. Sur le comptoir à côté de son lit, l'infirmière avait placé le sac transparent, contenant ses vêtements humides et sa montre Apple rayée. J'ai regardé la fine marque sur le verre, et j'ai pensé à la personne en qui Sadie avait eu assez confiance pour quitter l'école. Ma fille n'avait pas eu besoin de cette montre parce qu'elle s'était égarée, ou avait oublié une règle. Elle en avait eu besoin parce que l'adulte qu'elle croyait être la plus sûre au monde, l'avait regardée droit dans les yeux, lui avait dit que j'étais au courant, et l'avait conduite tout droit dans la voiture de Gavin. Le mandat de perquisition a été exécuté le lendemain matin, pendant que Sadie dormait dans une chambre d'hôpital, 2 étages au-dessus du service des urgences. Elle avait été autorisée à rentrer chez elle une fois sa température stabilisée, mais les médecins voulaient la garder jusqu'à ce qu'un spécialiste de l'audition d'enfants puisse lui parler. J'ai passé la nuit dans un fauteuil à côté de son lit, me réveillant à chaque fois qu'elle bougeait sous les couvertures. Peu après 8 heures, le détective Owen Park m'a demandé de le rejoindre dans une salle de consultation privée. Il portait un dossier fin, et une photo de pièce à conviction, pas le sac imperméable lui-même. Le camion et le sac ont été fouillés à la fourrière, en vertu du mandat, a-t-il déclaré. Je ne vais vous montrer que ce qui concerne Sadie, et l'enquête en cours. Il a posé la première photo sur la table. Gavin avait emballé les papiers d'identité et les dossiers médicaux de Sadie, suffisamment de vêtements pour plus d'une semaine, un téléphone prépayé, et environ 3200 € en espèces. Owen m'a expliqué que Gavin avait conservé certaines copies pendant le divorce, commandé un acte de naissance certifié en tant que parent légal de Sadie, obtenu une carte de sécurité sociale de remplacement en septembre. Et imprimé les dossiers médicaux via un portail pour parents auquel il avait encore accès. Rien de tout cela n'avait sa place dans un sac préparé pour 2 nuits dans un chalet. La photo suivante montrait une adresse imprimée, près de Coeur d'Alene, dans l'Idaho, ainsi qu'un code d'entrée pour un appartement appartenant à l'un des anciens collègues de Gavin. Le logement était vide depuis des mois, et le propriétaire avait confirmé que le code du digicode n'avait pas été modifié, depuis que Gavin l'avait utilisé lors d'un précédent voyage d'affaires. Il n'avait jamais donné à Gavin l'autorisation d'y retourner avec Sadie. Owen a tourné une autre page. Il s'agissait d'un dossier d'inscription pour l'école Pine Ridge Charter, dans l'Idaho. Gavin avait indiqué l'appartement comme résidence de Sadie. Il s'était désigné comme son seul parent, et unique contact d'urgence. Les sections demandant mon nom, mon adresse et mon consentement avaient été laissées en blanc. Le dossier était préparé, mais n'a jamais été soumis, a précisé Owen. L'école ne l'a pas inscrite, et ce document ne lui donne aucune autorité légale. Mais c'est important, car cela montre ce qu'il se préparait à faire. J'ai relu l'adresse 2 fois, avant d'en saisir pleinement le sens. Gavin n'avait pas prévu de ramener Sadie à la maison samedi. Le chalet près de Wenatchee n'avait jamais été la véritable destination. Ce n'était qu'une histoire inventée pour maman, une histoire qui sonnait comme une désobéissance, mais qui restait temporaire. Le véritable plan de Gavin était de traverser la frontière vers l'Idaho, de placer Sadie dans cet appartement emprunté, et de la garder suffisamment loin pour me forcer à négocier en position de panique. Il avait toujours cru que la possession engendrait l'autorité. S'il détenait l'argent, je devais quémander. S'il contrôlait la voiture, je devais justifier mes déplacements. S'il contrôlait l'emplacement de Sadie, il croyait que je serais obligé de venir à lui. Owen m'a montré la fausse autorisation temporaire de voyage et de soins médicaux. Mon nom avait été écrit sous une déclaration, affirmant que j'approuvais ce voyage du 19 au 21 novembre. La signature de maman apparaissait sur la ligne du témoin. La page n'était pas notariée, et ne remplaçait en rien l'ordonnance du tribunal. Ce n'était pas une délégation de garde valide. Gavin l'avait emballé parce qu'il espérait qu'un papier d'apparence officielle retarderait quiconque le questionnerait, juste assez longtemps pour qu'il puisse continuer sa route. En dessous, se trouvait un itinéraire imprimé qui évitait les principales caméras de circulation entre Cedar Hollow et l'autoroute. Le sac étanche contenait également des notes sur les arrêts de ravitaillement, et l'adresse dans l'Idaho. Tout cela a été préparé avant la journée d'hier, a souligné Owen. J'ai pensé à Gavin, s'éloignant de l'abri 6, le sac de sport à côté de lui. Il avait abandonné sa fille face à la montée des eaux, mais il avait protégé les documents qui, croyait-il, l'aideraient à contrôler la suite des événements. La vérité n'avait pas éclaté par hasard, ou grâce à un enregistrement caché. Gavin l'avait lui-même extirpé de l'inondation.
Owen a ouvert le dossier sur une copie imprimée de messages, récupérés à partir de registres de comptes synchronisés, et d'une tablette saisie par les enquêteurs sur mandat. La version que mon frère nous avait envoyée la veille comportait des lacunes. La conversation récupérée, non. Gavin avait écrit, une fois qu'elle sera hors de portée de Naomi, Naomi finira par écouter. La réponse de Case apparaissait juste en dessous, je ne veux pas de détails. N'utilise juste pas mon nom. J'ai fixé ces mots, jusqu'à ce qu'ils cessent de ressembler à un simple SMS, pour devenir une décision. Case ignorait peut-être l'existence de l'appartement ou du dossier scolaire dans l'Idaho. Mais il savait que Gavin voulait mettre Sadie hors de ma portée. Au lieu de demander ce que cela signifiait, il avait simplement demandé à ne pas y être mêlé. A-t-il expliqué pourquoi il les a supprimés, ai-je demandé. Je l'ai interrogé à nouveau ce matin, a dit Owen. Il a admis avoir supprimé les messages après que je lui ai ordonné de les conserver, parce qu'il avait peur que le comté ne résilie son contrat de remorquage. Il s'inquiétait pour un contrat, alors que Sadie était toujours disparue. Oui, a répondu Owen, sans chercher à adoucir la réalité. Le comté avait suspendu le contrat de sous-traitance d'urgence de Case, pendant la durée de l'enquête. Ce n'était pas une décision définitive, et personne ne lui avait retiré son entreprise du jour au lendemain. Il n'avait simplement plus accès aux véhicules du comté, aux boîtes à clés, ni aux itinéraires d'urgence, le temps que les autorités examinent ses actes. L'enquête criminelle continuait également de se développer. Owen a expliqué les différentes directions possibles, sans prétendre qu'une condamnation était déjà acquise. Gavin faisait face à des allégations liées à l'interférence dans la garde d'un enfant, à la mise en danger d'un enfant, et à la soustraction non autorisée du camion 14. Le document falsifié les exposait tous les deux, lui et maman, à des charges supplémentaires. Les messages supprimés de Case étaient en cours d'examen, pour des soupçons de dissimulation de preuves ou d'entrave à la justice. Mais aucun de ces termes ne m'importait autant que cet espace vide sur le dossier scolaire, là où mon nom aurait dû se trouver. Avant que nous ne quittions l'hôpital, une spécialiste médico-légale s'est entretenue avec Sadie, dans une pièce adaptée aux enfants, pendant que je patientais à proximité. Je n'étais pas autorisé à y assister. C'était difficile, mais nécessaire. Sadie avait besoin de raconter ce qui s'était passé, une bonne fois pour toutes, avec ses propres mots, sans voir mon visage changer d'expression. À la fin de l'entretien, la femme a fait un bref résumé à Owen. Gavin avait dit à Sadie que si la police les arrêtait, elle devait dire que j'étais au courant du voyage, et que je voulais qu'elle passe du temps avec lui. Sadie l'avait cru, parce que maman lui avait déjà raconté la même chose. Je n'ai pas demandé à Sadie de me le répéter. Quand elle est revenue dans la salle d'attente, j'ai enveloppé ses épaules avec son manteau, et je lui ai demandé si elle préférait des tartines ou de la soupe, avant de rentrer à la maison. Elle a choisi des tartines, parce que c'était ordinaire. Et j'ai décidé que l'ordinaire serait amplement suffisant. Cet après-midi-là, j'ai commencé à fermer chaque porte que ma famille avait considérée comme sienne. J'ai retiré maman et Case de la liste de sortie de l'école. Je les ai effacés en tant que contact d'urgence, et j'ai révoqué toutes les décharges médicales qui les autorisaient à prendre la parole pour Sadie. J'ai modifié les autorisations de partage familial sur ces appareils, et j'ai vérifié qu'aucun d'eux ne pouvait plus voir sa position. Chaque modification a pris moins d'1 minute. Pendant des années, j'avais considéré ces autorisations comme des symboles de confiance et de proximité familiale. Gavin les avait traités comme des points d'accès. Maman et Case les avaient considérés comme des privilèges, qui survivaient à n'importe quelle décision que je prenais. Ce n'était plus le cas. Vers le début de soirée, mon avocate m'a appelé. L'avocat de maman l'avait contacté pour lui formuler une demande. Marjorie voulait une rencontre supervisée avec Sadie, juste assez longtemps pour lui expliquer qu'elle n'avait jamais eu l'intention que quiconque soit blessé. J'ai regardé à travers le salon. Sadie était endormie sur le canapé, sous sa couverture ornée de renards, une main recroquevillée près de la montre rayée à son poignet. Maman voulait qu'une enfant qu'elle avait trompée, la soulage de la douleur de se voir enfin telle qu'elle était. Ma réponse n'a nécessité aucune discussion, elle ne sera pas utilisée pour vous donner l'illusion d'être pardonné. 3 semaines après l'inondation, les ecchymoses sur les jambes de Sadie avaient jauni, et l'écorchure sur sa paume s'était refermée sous une fine ligne de peau nouvelle. Son corps guérissait plus vite que cette part d'elle-même, qui se tournait toujours au moindre bruit de moteur inconnu. La première fois qu'une camionnette de livraison s'est arrêtée devant notre maison de ville, elle s'est figée près du comptoir de la cuisine, et a fixé les stores jusqu'à ce que le véhicule reparte.
À l'école, elle demandait à sa maîtresse de s'assurer que personne ne patientait derrière elle lorsque la classe se mettait en rang. Elle n'aimait plus que des gens se tiennent entre elle et la porte la plus proche. Je ne lui ai pas répété qu'elle était en sécurité, comme si le simple fait de le dire pouvait effacer ce qui s'était passé. J'ai vérifié les serrures avec elle une fois. Je lui ai montré la nouvelle liste de sorties, et lui ai expliqué ce qui se passerait si une personne inattendue venait à l'école. Puis, je me suis arrêté, avant que le réconfort ne devienne une autre forme de pression. Sa thérapeute spécialisée en traumatologie a gardé la première séance très simple. Sadie pouvait dessiner, jouer avec ses animaux en papier, ou s'asseoir sans parler. Elle n'avait pas à décrire la brissis à chaque fois qu'un nouvel adulte entrait dans la pièce. L'entretien médico-légal avait déjà consigné son témoignage. Guérir n'exigeait pas d'elle qu'elle continue de prouver que l'inondation l'avait terrifiée. Le processus judiciaire avançait plus lentement que la peur. Gavin n'avait pas encore été condamné. Les poursuites pénales étaient toujours en cours, et son avocat avait plaidé non coupable, tout en contestant certaines parties de l'enquête. Les conditions de sa libération sous caution lui interdisaient tout contact, direct ou indirect, avec Sadie ou moi. Le tribunal de la famille avait émis une autre ordonnance temporaire immédiate, suspendant toute forme de droit de visite et de communication, tant que le dossier de modification restait ouvert. L'audience finale n'avait pas encore eu lieu, mais Gavin ne pouvait plus utiliser les appels vidéo programmés, les proches, ou l'application parentale pour joindre Sadie. Maman n'avait pas été condamnée non plus. Les enquêteurs avaient prélevé des échantillons de son écriture, des copies de ses messages avec Gavin, et saisi les appareils qu'elle avait utilisés avant le voyage. Son avocat insistait sur le fait qu'elle avait été manipulée. Mais personne ne pouvait justifier la fausse signature, ni le mensonge qu'elle avait raconté à Sadie à l'école. Le contrat de sous-traitance de Case avec le comté restait suspendu pendant l'enquête. Son entreprise fonctionnait toujours, mais il n'avait plus accès au portail du comté, aux boîtes à clés, aux véhicules, ni aux itinéraires d'urgence. Il n'avait pas tout perdu du jour au lendemain. Il avait perdu les privilèges liés aux informations dont il avait fait un mauvais usage. Ces distinctions avaient leur importance. Je n'avais pas besoin que les tribunaux fassent comme si l'affaire était pliée en 3 semaines. J'avais simplement besoin que les protections temporaires restent suffisamment solides, pour que Sadie puisse dormir, sans se demander qui risquait de débarquer avant que les décisions finales ne soient prises. L'avocat de maman a fini par demander une conversation sous médiation avec moi. Sadie n'y assisterait pas. La réunion a eu lieu dans une petite salle de conférence du cabinet de mon avocate. Maman était assise en face de moi, aux côtés de son avocat. Sa cheville était encore maintenue par une botte de marche. Elle paraissait plus vieille qu'avant l'inondation. Mais la vue de sa blessure ne me poussait plus vers le pardon. La douleur pouvait expliquer pourquoi quelqu'un avait besoin d'aide, elle ne pouvait pas effacer la façon dont cette personne s'était mise en danger. Maman a croisé les mains sur la table. Je sais que dire « je suis désolé » ne suffit pas. Je croyais que Sadie avait besoin de temps avec son père, et j'ai traité ta peur comme si c'était le problème. Tu as falsifié ma signature et tu lui as menti, parce que la vérité aurait empêché ce voyage. Ses yeux se sont embués. Je le comprends, maintenant. Tu en comprenais assez à ce moment-là. Tu savais que j'avais dit non. Que le juge l'avait restreint. Et que Sadie refuserait si elle savait la vérité. Tu as décidé que son titre de père comptait plus que l'ordonnance du tribunal, que mes avertissements, et que sa peur à elle. Le médiateur a demandé à maman ce qu'elle attendait de cette réunion. Je veux savoir ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Elle voulait encore un processus qu'elle pourrait mener à bien, et une récompense à laquelle elle pourrait s'attendre. Ce n'est pas une liste de tâches, ai-je répondu. Tu ne vas pas suivre une thérapie, écrire des excuses, et gagner un droit d'accès à Sadie en retour. Change. Même si elle ne te donne jamais ce que tu veux. Je l'aime. Alors, respecte le fait qu'elle pourrait ne jamais se sentir en sécurité avec toi. La réunion s'est terminée sans qu'aucun calendrier de contact futur ne soit fixé. Maman a été autorisée à envoyer des communications écrites par l'intermédiaire des avocats. Mais rien ne serait remis à Sadie, à moins que sa thérapeute et moi ne considérions que cela l'aiderait, plutôt que de l'accabler. Case a choisi l'email plutôt que la médiation. Il a écrit que Gavin l'avait trompé, qu'il n'avait jamais su que la destination était l'Idaho, et qu'il porterait la culpabilité de l'inondation pour le reste de sa vie. Il a affirmé qu'il avait supprimé les messages sous l'effet de la panique, et non pour empêcher quiconque de retrouver Sadie.
J'ai lu l'email 2 fois avant de répondre. Tu as supprimé les messages après que le détective Park t'ait ordonné de les conserver. C'est à ce moment-là que tu t'es choisi toi-même, plutôt que de la retrouver. Je n'ai pas débattu pour savoir s'il était un bon oncle. Je n'ai pas dressé la liste de tous les Noëls ou anniversaires auxquels il avait assisté. Être présent dans les moments heureux n'effaçait en rien ce qu'il avait fait, lorsque dire la vérité menaçait son contrat. Ce soir-là, Sadie était assise en tailleur sur le tapis du salon, réparant l'un de ses renards en papier avec du ruban adhésif transparent. J'avais repoussé la discussion concernant la demande de maman, jusqu'à ce que sa thérapeute m'aide à choisir des mots qui ne donneraient pas à Sadie le sentiment d'être responsable des conséquences assumées par les adultes. Grand-mère veut s'excuser auprès de toi, lui ai-je dit. Sadie a continué de lisser le ruban adhésif sur la queue du renard. Est-ce que je suis obligé de la voir? Non. Est-ce qu'elle est toujours blessée? Sa cheville va mieux. Sadie a hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air soulagée. Elle a pleuré à l'hôpital, a-t-elle murmuré. Est-ce qu'elle a besoin de me voir pour ne plus être triste? La question m'a montré très exactement le fardeau que la demande de maman aurait fait peser sur elle. Sadie était déjà en train de jauger sa propre sécurité à l'aune de l'inconfort d'une adulte. Ses sentiments lui appartiennent, ai-je dit. Ta sécurité nous appartient. Elle m'a enfin regardé. Est-ce qu'elle aura des ennuis si je ne lui pardonne pas? Ce qui se passera dans l'enquête dépend de ce qu'elle a fait. Pas du fait que tu lui pardonnes ou non. Sadie a retourné le renard en papier dans ses mains. Je ne veux pas qu'elle approche de mon école. Elle n'est plus autorisée à venir te chercher. Ni de notre maison. Elle ne viendra pas ici. Peut-être qu'un jour, je pourrai écrire quelque chose, a-t-elle ajouté. Mais je ne veux pas la voir maintenant. Tu n'as pas à décider à quoi ressemblera ce d'un jour. Ses épaules se sont légèrement abaissées. Elle avait fait un choix concernant le contact, pas une décision concernant une punition. Les ordonnances du tribunal et les règles de sécurité étaient déjà en place. Je n'avais pas confié à une enfant de 10 ans, la responsabilité de condamner sa grand-mère. 2 jours plus tard, l'école primaire de Cedar Hollow m'a envoyé un nouveau formulaire de contact d'urgence et d'autorisation de sortie. L'ancienne version comportait les noms de maman, de Case, et de 2 autres proches, que j'avais ajoutés des années plus tôt, parce que la famille était censée être le refuge le plus sûr. J'ai d'abord inscrit mon propre nom. Puis, j'ai ajouté le contact d'urgence approuvé par l'enseignante de Sadie, une amie proche qui avait respecté chaque limite pendant mon divorce, ainsi que le service de transport scolaire désigné. Une ligne est restée vide. Par le passé, je l'aurais rempli avec le nom d'un parent, simplement parce qu'un espace vide donnait l'impression que notre famille était plus petite. Cette fois-ci, j'ai signé le formulaire et je l'ai laissé en blanc. Il n'y aurait plus d'exception familiale. 4 mois après l'inondation, les derniers bancs de neige sale fondaient sous les arbres autour de l'école primaire de Cedar Hollow. Les matins étaient encore assez froids pour embuer les vitres de la voiture, mais les routes étaient sèches. La rivière avait regagné son lit, et Sadie avait cessé de demander si de la pluie était prévue, avant de préparer son sac à dos. Elle travaillait sur un renard en papier pour le projet de narration de sa classe. Le premier renard avait survécu à l'abri 6, avec une oreille pliée et une tache d'eau sur la queue. Celui-ci portait une écharpe en papier bleu, et tenait un minuscule livre en carton sous une patte. Sadie l'a placé soigneusement dans son sac à dos, puis a vérifié que sa montre Apple était chargée. La rayure sur le verre était toujours visible. Je lui avais proposé de remplacer l'écran, mais elle avait dit qu'elle voulait la garder ainsi. Elle marche encore, m'avait-elle dit. J'avais compris cette réponse. La montre n'avait pas besoin de devenir un monument à ce qui s'était passé. C'était un outil avec une surface abîmée, toujours capable de faire un travail ordinaire. La partie difficile consistait à apprendre à la laisser rester ordinaire. Pendant des semaines après le retour de Sadie à l'école, je vérifiais sa position à chaque fois qu'elle se déplaçait entre les bâtiments. Si le point bleu s'attardait près du gymnase, ou mettait trop de temps à se mettre à jour, mes mains devenaient glacées, avant même que mon esprit puisse me rappeler que le réseau pouvait ralentir, ou que les enfants s'arrêtaient pour lasser leurs chaussures. J'avais échappé à un homme qui traitait l'accès constant comme une preuve d'amour. Je ne voulais pas que la peur m'enseigne la même habitude sous un autre nom. La thérapeute de Sadie nous a aidés à établir des règles ensemble. Le partage de position resterait activé pendant les sorties scolaires, les activités parascolaires, ou chaque fois que Sadie voyagerait sans un adulte que nous connaissions toutes les deux. Les jours d'école normaux,
elle pourrait le désactiver une fois entrée dans le bâtiment. Elle savait exactement qui pouvait la voir, et personne ne pouvait être ajouté au partage familial sans l'en informer. J'étais toujours sa mère. Je prenais toujours les décisions concernant sa sécurité. Mais la sécurité ne signifiait plus que je devais surveiller chacun de ses pas. Un matin, Sadie s'est tenue près de la porte d'entrée et a levé son poignet. « Tu veux que je laisse la localisation activée toute la journée ?» L'ancienne réponse a surgi en premier, « Oui, parce que j'avais besoin de preuves qu'elle était là où elle devait être. » « Oui, parce que la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un d'autre, elle a disparu. » « Oui, parce que savoir semblait plus sûr que ne pas savoir. » J'ai regardé son visage, au lieu de la montre. « Vas-tu quelque part après l'école ?»« Non. Madame Grant nous accompagne à la bibliothèque et on revient. »« Alors tu pourras l'éteindre quand tu seras à l'intérieur. » Elle m'a étudié pendant un instant. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr, » ai-je répondu. Cette question m'a prouvé qu'elle avait remarqué ma peur, même quand j'essayais de la cacher. Lâcher prise sur la localisation n'était pas seulement une question de confiance envers elle. C'était une façon de prouver que ce que Gavin avait fait ne deviendrait pas la règle régissant le reste de son enfance. La lettre de maman est arrivée la même semaine, par l'intermédiaire de la thérapeute de Sadie. Elle était écrite à la main, longue de 6 pages, et scellée dans une enveloppe portant le nom de Sadie sur le devant. La thérapeute me l'a d'abord remise, car tel était l'accord, rien ne parvenait à Sadie, à moins que nous ne pensions que cela l'aiderait, plutôt que de lui demander de porter la culpabilité d'un adulte. Je l'ai lu seul, à la table de la cuisine. Maman n'a pas commencé par dire que Gavin l'avait manipulée. Elle n'a pas dit qu'elle voulait seulement qu'une enfant connaisse son père pour la première fois. Elle a écrit noir sur blanc, qu'elle savait que je n'avais pas donné mon accord, qu'elle avait falsifié ma signature malgré tout, menti à Sadie, et traité l'ordonnance du tribunal comme un obstacle au lieu d'un avertissement. Elle a écrit qu'elle avait placé ses convictions au-dessus de mon autorité de mère, et au-dessus de la peur de Sadie. Elle a admis que le fait d'avoir été abandonnée dans l'abri 6 ne faisait pas d'elle la victime de l'histoire. À la fin, elle n'a pas demandé de visite. Elle a écrit qu'elle suivait une thérapie, et qu'elle continuerait, que Sadie choisisse ou non de lui reparler un jour. Cette lettre était meilleure que les excuses qu'elle avait offertes à la table de médiation. Mais cela n'en faisait pas pour autant une clé pour revenir dans nos vies. Je l'ai placée dans un tiroir verrouillé, avec les autres documents juridiques. Un jour, Sadie demanderait peut-être à la lire. Si c'était le cas, la décision lui appartiendrait. En attendant, elle n'avait pas besoin que l'on place 6 pages de remords d'adulte entre ses mains. Case a continué de coopérer avec les enquêteurs, a rendu ses derniers codes d'accès au comté, et a commencé un programme de sensibilisation sur le contrôle coercitif. Il n'avait toujours aucune place dans la vie quotidienne de Sadie. La coopération était ce qu'il aurait dû offrir avant l'inondation, pas une faveur méritant un pardon immédiat. Gavin est resté sous le coup de l'interdiction de contact, pendant que les 2 affaires se poursuivaient. Je ne passais plus mes nuits à imaginer ce que je lui dirais, s'il était forcé de m'écouter. Le changement important, c'était que j'avais cessé d'avoir besoin de ses aveux, pour pouvoir faire confiance à mon propre jugement. Lors de la première matinée chaude du mois de mars, j'ai conduit Sadie à l'école en avance pour sa présentation de narration. Les enfants traversaient le parking en portant des panneaux d'affichage, des costumes, et des projets dans des boîtes à chaussures. Rien dans cette scène ne paraissait extraordinaire. Et ce sentiment d'ordinaire m'a effrayé pendant une seconde. Sadie a ouvert la portière de la voiture, puis s'est penchée à l'intérieur pour vérifier la fermeture éclair de son sac à dos. « Le renard est toujours là-dedans ?» ai-je demandé. « Tu ne l'as pas écrasé. » Je l'ai traité comme un passager très important. Elle a souri, et a ajusté la montre sous sa manche. Localisation désactivée quand je suis à l'intérieur. C'est le plan. Elle a marché sur le trottoir, et a rejoint 2 camarades de classe près de l'entrée. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle atteigne les portes. Ma main s'est dirigée vers mon téléphone, avant que je ne l'arrête. Elle était entrée dans le bâtiment sous le regard de son professeur. L'école avait une nouvelle liste de sorties, de nouvelles règles de vérification, et aucune exception familiale. Je n'avais pas besoin d'un point bleu pour me répéter ce que j'avais déjà vu. J'ai posé le téléphone face vers le bas dans le porte-gobelet. Un instant plus tard, il a vibré. Pendant une fraction de seconde, l'abri 6 est revenu en force, l'eau contre le métal, une barre de progression refusant d'avancer,
la voix effrayée de ma fille voyageant à travers un signal trop faible pour porter autre chose. Puis, j'ai vu le nom de Sadie, et un message audio en dessous. J'ai appuyé sur lecture. Je suis à l'intérieur. Le renard en papier a survécu à mon sac à dos. Je vais bien, maman. Derrière sa voix, j'entendais des casiers se fermer et des enfants rire. Pas d'eau en crue, pas de vent, pas d'adulte pour lui dicter ce qu'elle avait le droit de dire. J'ai enregistré une réponse. Je t'ai bien entendu. Passe une bonne journée. Le premier message provenant de cette montre venait d'une enfant prise au piège au-delà des eaux de crue, me demandant de ne pas risquer ma vie pour la rejoindre. Celui-ci venait d'un couloir d'école ordinaire. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était ma fille, qui parlait parce qu'elle savait que je l'écouterais.